Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Gzil. Léo m'a demandé de vous présenter une réflexion sur la notion d'autonomie et j'ai choisi de ne pas vous faire un exposé scolaire que vous trouverez dans beaucoup d'endroits en lissant les angles, mais de faire, quitte à ce que ça vous semble par moments un petit peu désordonné, de vous montrer sur cette carte conceptuelle qu'on va essayer de tracer des plis, des difficultés, des tensions, des choses qui ne sont pas très claires, pour que, au contraire, votre intelligence puisse s'exercer sur cette notion plutôt que d'essayer de la présenter dans une fausse clarté. Alors, donc je vais repartir de cette notion de carte qui me plaît bien. On va essayer de la tracer là, on verra ce qu'on aura d'ici 1 heure. Et je reprends aussi à mon compte cette idée que Léo emprunte à Deleuze de concepts qui sont fabriqués pour répondre à des problèmes. Je vais essayer de vous montrer que la notion d'autonomie, elle sert aussi à répondre à des problèmes et elle a des effets dans le monde et de ça on essaiera aussi de parler. Dernier point peut-être, la journée s'appelle les mots de l'éthique et on va vous parler de notions parce que les philosophes donnent des sens différents à un certain nombre de mots et c'est cette conceptualisation-là différente de la notion d'autonomie qu'on va essayer de travailler. Alors, on commence tout de suite avec ce qui pour moi est peut-être la première référence quand on se dit que l'autonomie est un mot de l'éthique. C'est évidemment, incontestablement, un des mots de l'éthique, c'est peut-être un des mots principaux de l'éthique. Vous la retrouvez dans deux références. La première que vous connaissez certainement, dont on a dû vous parler, qui est le rapport Belmont. Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Bon. Donc je vais m'appuyer sur ces éléments-là que vous avez, simplement pour élaborer un peu plus. Bon. Le rapport Belmont est considéré comme l'un des textes fondateurs, si ce n'est de l'éthique, du moins de la bioéthique. On est dans le champ de l'éthique de la recherche biomédicale. Et le rapport Belmont, on est aux États-Unis, fin des années 70, essaye de formuler les principes d'une recherche médicale, biomédicale, légitime sur des êtres humains. Donc on est sur les principes qui vont rendre légitime de la recherche biomédicale. Les travaux d'Anne Fagot-Largeau, notamment son ouvrage L'homme bioéthique, avaient montré, attiré l'attention des philosophes sur ce rapport, un peu la première. Pourquoi est-ce que c'est une des premières formulations modernes du concept d'autonomie ? Parce qu'elle est très simple. Je la rappelle. Dans le rapport Belmont, donc c'est un principe d'autonomie. Ce principe s'énonce de la façon suivante. Les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes. Les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Je répète, les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes. Les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Ce qui est important dans cette notion, dans ce principe, c'est que, vous voyez, si on l'applique à la recherche, on a une logique, on a en fait 2 logiques affirmées par ce principe, une logique de respect des choix des personnes considérées comme autonomes, on n'a pas encore défini cette notion, et une logique de protection des personnes dont l'autonomie est réduite, qu'on pourrait aussi appeler des personnes vulnérables. Donc vous voyez que ce rapport Belmont, c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment intéressant. Il articule respect et autonomie, protection et vulnérabilité dans le champ de la recherche, mais en fait vous avez 2 logiques. Et on admet dans ce rapport et dans beaucoup de textes, et finalement c'est un implicite de nos règles morales communes, il y a d'un côté des êtres autonomes ou plus ou moins autonomes ou suffisamment autonomes qui méritent notre respect. Et de l'autre côté, il y a des personnes plus ou moins vulnérables dont l'autonomie est réduite, on ne l'a toujours pas définie, qui méritent d'être protégées. Bon. Cette logique de protection, pendant très longtemps, sans que ça choque grand monde, on l'a appelée paternalisme. Protéger les personnes de l'autonomie est réduite, on peut appeler ça du paternalisme ou du maternalisme.
c'est le fait qu'on essaye de protéger les intérêts de la personne, d'agir conformément à ses intérêts. Dans le champ de la recherche, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que les personnes considérées autonomes, on va rechercher leur consentement, et que les personnes considérées comme vulnérables, on va théoriquement ne pas les inclure dans une recherche. Bon. Listés comme personnes vulnérables dans le rapport Belmont, les enfants, les malades mentaux, ce qu'ils appellent à l'époque les vieillards séniles, les détenus, on ne fait pas normalement de recherche médicale sur les détenus, donc un certain nombre de catégories considérées, les femmes enceintes, les enfants, considérés vulnérables et comme ayant du fait une autonomie fragilisée qui mérite donc le respect. Bon. Ce qui m'intéresse là, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de définition directe dans ce principe de ce que c'est que l'autonomie. Il y a même une logique presque tautologique. Les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes, les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Mais il y a la construction d'un monde, et d'un monde où vous avez deux types d'êtres, deux types de rapports moraux, l'un sous l'angle du respect, l'autre sous l'angle de la protection. L'autre texte, évidemment, majeur de l'éthique ou de la bioéthique, où la notion d'autonomie a une place majeure, c'est l'éthique principaliste américaine, et notamment les travaux de Beauchamp et Childress, où parmi les grands principes, ça aussi vous connaissez? Oui? Bon. Où en gros, c'est une éthique qui vous dit vous pouvez résoudre les dilemmes moraux pratiques concrets. Par exemple, ceux que vous rencontrez en clinique, les dilemmes éthiques concrets que vous rencontrez en situation, vous pouvez les résoudre en vous basant sur 4 grands principes. Principe de bienfaisance, principe de non-malfaisance, principe de justice et principe d'autonomie. Et très souvent, dans les présentations qui ont été faites de ce principalisme, le principe d'autonomie est présenté en premier. Donc, on a là deux sources, deux textes, l'un plutôt dans le champ de la recherche, l'autre plutôt dans le champ des pratiques cliniques, qui donnent une place centrale, alors vous allez me dire tous les deux américains, pas neutre, qui donnent une place centrale à cette notion d'autonomie. Et qu'est-ce que ça signifie donc, non plus dans le champ de la recherche, mais dans le champ du soin ou de la clinique? C'est le respect du principe d'autonomie. Cela signifie en particulier que, au nom de ce principe, on informe les patients sur leur état, sur leur pronostic, sur les décisions qui sont possibles. On recherche leur consentement ou leur assentiment, qui doit être libre et éclairé. On respecte leur refus. Autrement dit, on s'interdit de considérer que l'on sait mieux qu'eux-mêmes ce qui est dans leur intérêt. Donc c'est très clairement un principe. Il y a par ailleurs un principe de bienfaisance et de non-malfaisance, mais c'est très clairement un principe qui vient s'opposer ou relativiser une certaine forme de paternalisme. On ne considère plus que le médecin détermine à lui seul ce qui est dans l'intérêt de la personne, ce qui est le meilleur intérêt de la personne. Bon. De ces textes-là, vous avez, là on est dans un contexte américain, vous avez des traductions françaises, et je voudrais attirer votre attention sur toute une série de lois dans les années 2000 et juste après, qui ont consacré ce principe d'autonomie, loi du 2 janvier 2002 dans le champ médico-social, loi du 4 mars 2002 dans le champ sanitaire sur les droits des malades, loi du 11 février 2005 sur le handicap, le droit et la participation des personnes handicapées, loi du 22 avril 2005 sur la fin de vie, loi du 5 mars 2007 sur la protection juridique, loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques. Et vous avez un cycle légal en France qui a donné des droits aux malades, aux personnes sous protection juridique,
aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, aux personnes handicapées, etc., c'est-à-dire à des personnes considérées comme fragilisées ou vulnérabilisées et qui leur a reconnu des droits et une autonomie. Donc, cette série législative, elle veut dire qu'on n'est plus tout à fait à une époque où on considère que parce que vous êtes souffrant, malade, vulnérable, fragilisé, vous n'avez pas de droit à l'autonomie, au fait de se déterminer par soi-même, au fait de se gouverner par soi-même. Bon. Donc cette logique un peu schématique du rapport Belmont, d'un côté les personnes capables d'autonomie, la grande majorité qu'on respecte, et de l'autre les personnes vulnérables que l'on protège, elle est à l'heure actuelle relativisée, ce qui vient considérablement compliquer les choses, avec la reconnaissance d'un certain nombre de droits, et notamment d'un droit à l'autonomie des personnes. Bon. J'insiste tout de suite sur le fait que on voit ici, ce que montre cette première chose sur cette notion d'autonomie, c'est que c'est à la fois une capacité et un droit. Une capacité à l'autonomie, capacité, on va la définir quand même, mais tout le monde l'aura compris, une capacité à se déterminer par soi-même, capacité d'autodétermination, une capacité à dire ce qui constitue pour soi une valeur, une forme de vie acceptable ou souhaitable, un genre de vie désiré. Donc c'est à la fois une capacité, la capacité d'autonomie, la capacité à se déterminer par soi-même, qui est protégée par un droit, par des droits, par le droit qui est reconnu à l'individu de se déterminer par lui-même. Bon. Cette valorisation de l'autonomie en éthique, elle fait l'objet d'un certain nombre de critiques, et j'ai essayé de les classer en quelques grandes catégories, juste pour que vous voyez les directions dans lesquelles elles peuvent aller. Elles sont de différentes natures, on pourrait mettre plusieurs types d'auteurs sous chacune. Je vais essayer de les distinguer. Alors la première, ce sont des auteurs qui critiquent le primat de l'autonomie en éthique. Ce sont des auteurs qui vous disent cette autonomie comme valeur, pas terrible celui-là, cette autonomie comme valeur, on pourrait lui opposer d'autres valeurs. On en fait une valeur suprême, on en fait quelque chose qu'il faut protéger à tout prix. On pourrait bâtir une éthique sur complètement autre chose que l'autonomie. Par exemple, une éthique de la vulnérabilité, une éthique du lien, Sébastien en parlera cet après-midi, sur l'éthique sur le bien commun. Bref, vous voyez, la première ligne, la première direction de questionnement, c'est quelle valeur il faut accorder à cette capacité d'autonomie, quel type de droit il faut lui associer, donc c'est quelle importance vous lui donnez. Est-ce que c'est premier? Est-ce que c'est une valeur parmi d'autres? Est-ce que c'est une valeur qu'il faut défendre à tout prix? Bon. C'est un questionnement sur sa valeur. Donc vous avez premièrement des auteurs, donc on pourrait citer dans la grande tradition philosophique Lévinas. Parmi les auteurs plus récents, on pourrait citer Corinne Pelluchon, L'autonomie brisée. Vous pourriez aussi penser aux éthiques du Caire, qui vous emmènent là toutes vers des éthiques plutôt de la vulnérabilité, qu'on oppose classiquement aux éthiques de l'autonomie. On verra si on a raison de le faire ou pas. Vous connaissez un peu ces éthiques du Caire? En gros, éthique du Caire, c'est le Caire en anglais, hein, C-A-R-E. Je vais aller très vite là-dessus, parce que je veux dessiner une carte, je ne veux pas vous faire des cours sur les différents aspects. Bon. Une éthique du Caire, en gros, vous dit deux choses. La première, c'est que on a tort d'accorder autant d'importance à l'autonomie. Ce qu'il faut valoriser, c'est la vulnérabilité. Pourquoi? En un sens, d'abord, parce que anthropologiquement,
Nous sommes fondamentalement des êtres de besoin, des êtres vulnérables, des êtres dépendants, et non pas des êtres autonomes au sens d'autosuffisants. Donc c'est une thèse anthropologique, si vous voulez, parfois même sociologique. Et c'est deuxièmement l'idée, l'éthique de la vulnérabilité ou l'éthique du care, que ce qu'il faut développer en soi, ce qu'il faut protéger, ce n'est pas l'autonomie, c'est d'abord la vulnérabilité, entendue d'abord comme la vulnérabilité à la souffrance d'autrui, aux besoins d'autrui, à la dépendance d'autrui. Et donc, c'est une invitation à développer en soi d'autres qualités morales que cette vertu du respect de l'autonomie. Bon. Donc ça, c'est une première ligne de contestation qui porte sur la valeur autonomie, qui consiste à lui substituer d'autres valeurs, vulnérabilité, lien, bien commun, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Deuxième manière de critiquer ou travailler cette notion d'autonomie telle que j'ai commencé à la définir, ça porte sur le concept. Ça porte sur la définition. Il y a un très bel ouvrage de Marlène Jouan et Sandra Laugier. Jouan, c'est J-O-U-A-N, Laugier, L-A-U-G-I-E-R, qui s'appelle « Comment penser l'autonomie » et qui critique ce qu'elles appellent une conception classique de l'autonomie, selon elles rationnelle, individualiste, on va y revenir, et qui lui propose une autre définition. Donc là, ici, on ne substitue pas à la notion d'autonomie d'autres valeurs, on la redéfinit sur d'autres bases. Et vous avez un certain nombre de chercheurs actuellement qui vont dans cette direction, notamment en réinsistant sur ce que suppose l'autonomie différemment de ce qu'on considère dans la tradition classique. Je vais revenir tout de suite sur ce qu'on considère comme la tradition classique. Et vous avez, troisièmement, une critique de l'autonomie que j'appellerais dans ses effets. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de l'exposé que je suis en train de vous faire, c'est que l'attribution d'autonomie à quelqu'un ou le fait de douter ou de ne pas lui reconnaître une capacité d'autonomie, ça a des effets pratiques. On n'est pas dans de la théorie là, on est sur selon le fait que vous reconnaissez ou pas à quelqu'un une autonomie, vos devoirs moraux vis-à-vis de lui changent, son statut dans la société change, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de lui change, les décisions que vous lui laissez prendre changent, donc ça a des effets ou des impacts. Bon. Là, du point de vue des effets, il y a plusieurs manières de critiquer l'impact de l'autonomie. Le principal, le plus simple auquel vous pourriez penser, c'est tous les auteurs qui vous disent qu'il ne faut pas choisir entre une éthique de l'autonomie et une éthique classiquement paternaliste, et qui vous prônent, je trouve que philosophiquement c'est pas forcément très profond, mais qui prônent par exemple des modèles de la décision partagée, tous les modèles de la décision partagée, où il y a un peu d'une éthique de l'autonomie où on va chercher les préférences des patients et un peu de paternalisme, de conseil, de responsabilité médicale ou soignante dans la prise de décision. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le modèle de la décision partagée, c'est une manière de relativiser sans contester sa valeur et sans la redéfinir conceptuellement, cette valeur ou cette éthique d'autonomie. Ça va ? Bon. Parce que ça va toujours, on va toujours partir dans une de ces dimensions. Donc ce qui m'intéresse, c'est que quand vous parlez d'autonomie, demandez-vous, ou quand vous lisez des choses sur l'autonomie, quelle est la valeur que vous-même ou l'auteur dont vous parlez y accorde ? Quelle valeur il y accorde ? Est-ce que c'est une valeur absolue ? Est-ce qu'il considère que l'autonomie est un souverain bien ?
une valeur au-dessus de toutes les autres qui donne aux autres valeurs leur valeur? Est-ce que c'est une valeur parmi d'autres? Est-ce que c'est une valeur qui est surannée? 2. Comment il la définit précisément? 3. Quel effet il lui donne? Sur les effets, je vais le dire tout de suite parce que c'est important et en même temps, pour moi, d'une certaine façon, c'est un peu une impasse. Une fois qu'on l'a dit, il faut l'avoir en tête, mais il n'y a pas grand-chose à en tirer. Je vous lis l'introduction d'un numéro de Sciences humaines qui était consacré à la notion d'autonomie au début des années 2010. Je cite. Les temps ont bien changé. Il y a une quarantaine d'années, l'autonomie individuelle était une utopie, un idéal à conquérir. Les nombreux mouvements sociaux de l'après-mai 68 en portent la trace, qu'il s'agisse des luttes féministes pour le libre usage de son corps et l'indépendance économique, de la volonté de changer le travail ou d'échapper au conservatisme culturel, on retrouve toujours le souci de pouvoir affirmer ses choix, agir de soi-même. L'ennemi, ce sont alors des mécanismes institutionnels jugés aliénants, des hiérarchies professionnelles écrasantes, des normes sociales étouffantes. 40 ans après, aujourd'hui, on pourrait presque dire que l'on est à front renversé. Alors que les revendications d'aujourd'hui se placent pour une bonne part sur le terrain de la protection, sauvegarder les retraites, j'invente rien, les services publics, lutter contre la précarité, ce sont désormais les institutions qui parlent le langage de l'autonomie. Les institutions, c'est-à-dire le monde du travail, le monde de l'école, le monde de la médecine, les politiques sociales, qui attendent des allocataires des minima sociaux qu'ils formulent un projet personnalisé de réinsertion. Et vous tous qui attendez de vos patients, de vos bénéficiaires, qu'ils formulent avec vous un projet d'aide, un projet de soins, un projet. Et donc, il y a ce renversement, quand je vous parle des effets de la convocation de cette notion. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans une logique d'émancipation des individus vis-à-vis d'institutions considérées oppressantes, ou est-ce que c'est une notion qui est réutilisée par l'institution elle-même pour, de manière plus ou moins insidieuse, entraîner les individus qui ont affaire à elle dans la logique qu'elle a préparée pour eux? Bon. Donc le rédacteur de Sciences humaines concluait ainsi: l'autonomie, d'aiguillon de la critique des normes sociales, est devenue une norme à son tour. On assiste à certains égards à un glissement de l'autonomie comme projet à l'autonomie comme norme. Donc, demandez-vous toujours quel est l'effet attendu de l'usage de cette notion. On en fait quoi? Est-ce que c'est un usage libérateur, émancipateur, ou est-ce que c'est une injonction paradoxale à l'autonomie, mise en avant par certains acteurs pour obtenir un certain nombre de conduites? Ça va? Effet. Bon. La quatrième direction dans laquelle cette notion part, à mon avis, elle est un peu plus générale, mais elle est très importante, c'est une anthropologie. Bon, là-dessus, c'est quelque chose qui a été abondamment souligné, mais que je veux quand même rappeler. Ce qui se passe dans dans l'apparition forte de cette notion appliquée aux individus, qu'on peut situer à peu près au moment, en gros, de la modernité, de la Renaissance aux Lumières. Ce qui se joue dans cette notion d'autonomie entendue comme autodétermination ou autogouvernement, autonomie comme gouvernement de soi, c'est le déplacement d'une puissance d'agir d'une autorité extérieure vers l'homme lui-même. Donc c'est avec cette notion d'autonomie, on confère à l'homme des capacités qui étaient antérieurement, pour faire vite, dévolues à une autorité supérieure, à certains hommes en particulier, ou à Dieu. Donc, c'est d'une certaine façon une révolution dans la manière de comprendre la nature humaine. C'est une anthropologie, et la notion d'autonomie, elle est vraiment marquée dans une anthropologie assez spécifique, qui est l'anthropologie de la modernité, où on attribue à l'homme des pouvoirs spécifiques, la conscience, la raison, une volonté libre.
Donc on est dans une anthropologie qui a été dite capacitaire, avec une conception très spécifique de l'homme moderne, comme être souverain, indépendant, libre de décider, par et pour lui-même. Donc on est dans cette logique d'émancipation qui rejette autant la subordination de l'homme à l'autorité d'autres hommes qu'à celle de normes imposées de l'extérieur. Donc l'attribution, cette attribution-là de cette capacité d'autonomie d'un point de vue anthropologique, elle a des conséquences normatives importantes, puisque c'est ce qui fonde la souveraineté, le droit d'agir des individus. Et donc, c'est à la fois une anthropologie moderne et une politique, parce que si on retrace l'histoire de ce concept, on est dans une anthropologie qui est clairement celle de l'homme moderne et dans une politique qui est clairement une politique d'ordre libéral, pas au sens économique du terme, mais au sens moral et politique du terme. Je cite un extrait de Martha Nussbaum. « Au cœur de la tradition libérale se trouve cette double intuition concernant les êtres humains. D'une part, tous les hommes, par le simple fait qu'ils sont des êtres humains, possèdent une égale dignité, peu importe à quelle classe de la société ils appartiennent. D'autre part, la source première de cette valeur réside dans leur pouvoir de choix moral, un pouvoir qui consiste dans la capacité de planifier sa vie en accord avec ses propres fins. L'égalité morale des personnes leur donne le droit de revendiquer un certain type de traitement comme étant la finalité de la société et de la politique. » Donc, attribuer aux êtres humains une autonomie, c'est leur conférer une dignité, et c'est un peu l'invention moderne de ce sens moderne de la dignité comme lié aux capacités de conscience, de raison et de relation. Et ça nous inscrit dans une tradition libérale, démocratique, où on attend des États qu'ils respectent les choix et la capacité de se déterminer des individus. Ça va ? Bon. Mon deuxième point, pour l'instant, je suis parti de l'idée que, exclusivement, de l'idée que l'autonomie était un mot de l'éthique, un concept de l'éthique. Bon. Personnellement, ce qui me frappe, à l'heure actuelle, c'est plus que ce n'est pas seulement un mot de l'éthique. C'est même de plus en plus tout autre chose qu'un mot de l'éthique. Bon. C'est un mot de quoi ? Autonomie. Et tous ses dérivés, notamment autonome. On l'a dit, c'est un mot de la langue courante. Il y a encore quelque temps, autonome, autonomie, c'était un terme assez technique. C'est de plus en plus un mot qui rentre dans le langage courant. Il rentre par quels endroits ? Il rentre par un peu partout. Il rentre, regardez les fiches de poste d'à peu près tous les métiers du monde. On attend de vous que vous sachiez faire preuve d'autonomie. C'est une norme du travail. Alain Ehrenberg l'a très bien dit, mais enfin c'est une norme du travail. Donc dans le champ du travail, dans le champ de l'école, si vous avez des enfants, de la première année de maternelle jusqu'au lycée, sans doute après, tous les ans, les enseignants vous disent « le but de cette année, c'est de rendre les élèves autonomes ». Donc c'est devenu une espèce de projet de société, à la fois une attente du monde du travail, un projet de société du point de vue de l'école, et puis pensez au champ de la technique, les voitures autonomes, les armes autonomes, l'autonomie des universités. Donc où là on est assez loin du sens de l'autonomie morale comme gouvernement de soi aux capacités d'autodétermination. Autonomie des universités, c'est plus leur indépendance, leur souveraineté, leur capacité à gérer par elles-mêmes leur budget.
L'autonomie d'une voiture, c'est plus une autosuffisance, c'est le nombre de kilomètres qu'une voiture peut faire sans faire le plein. Et puis quand elle devient une voiture, il faudrait mettre des guillemets, dite autonome, c'est une voiture qui, d'une certaine façon, se conduit elle-même. Elle ne se gouverne pas elle-même, elle se conduit elle-même. Voilà. Donc, il y a cette entrée de l'autonomie, dans le langage courant, travail, école, technique, etc. Deuxièmement, il ne faudrait peut-être pas l'oublier quand même, c'est certes un mot de l'éthique, mais c'est aussi beaucoup plus largement un mot de la philosophie. Et en particulier de deux branches de la philosophie morale et la philosophie politique. Je commence par le plus simple, la philosophie politique. Ça vous emmènerait chez Rousseau, chez Machiavel, mais pensez plus, pour être plus simple encore, pensez à Machiavel, pensez au passage du Prince sur le moment où Machiavel concerne au prince d'avoir ses armes propres, d'avoir une armée autonome, de ne pas faire appel à des mercenaires, c'est-à-dire de créer les conditions d'un pouvoir souverain, d'avoir sa propre armée, et pas l'armée faire appel à des armées étrangères ou pas faire appel à des mercenaires, d'avoir des citoyens qui se battent pour leur pays. Non. Donc ça, et puis il y a donc c'est l'autonomie politique au sens de l'autonomie des États. Et je pense que c'est un thème extrêmement important qui intéresse peu, en tout cas pas assez les philosophes, tout ce qui est lié à la souveraineté politique des États, où on ne parle plus de l'autonomie des individus, mais de l'autonomie énergétique des États, de l'autonomie économique. Ça veut dire quoi pour un État à l'heure actuelle, être autonome ou souverain quand vous avez besoin de gaz russe, d'électricité, de charbon, d'approvisionnement? Dans un univers mondialisé, ça veut dire quoi pour un État être autonome, être souverain? C'est une vraie question de philosophie politique. On n'est pas sur l'autonomie des individus ou des citoyens, on est au-delà. Bon. Après, c'est un thème aussi de la morale. Donc là, politique, je vous renverrai plutôt. Là, on irait dans un champ qui nous emmènerait plutôt du côté de Machiavel. Du côté de la morale, qui est le grand penseur de la morale comme autonomie? Alors, si mes collègues ont bien travaillé, oui. Bon. Vous auriez pu vous attendre à ce que je vous fasse 3/4 d'heure de Kant ce matin. Bon. Je vais vous dire très simplement pourquoi je crois que c'est ni nécessaire ni ce qui est attendu là. C'est qu'il me semble que Kant ne parle pas de l'autonomie. Kant parle de la morale. Kant nous dit la morale, c'est l'autonomie de la volonté. Il ne dit pas l'autonomie, c'est la morale. Il dit la morale, c'est l'autonomie de la volonté. Ce que cherche Kant, repensez à ce que vous disiez Léo tout à l'heure, quel est le problème philosophique que Kant cherche à résoudre? Kant cherche à définir la moralité, à définir le bien, à définir ce que c'est que... à quelles conditions on peut dire qu'on agit bien, on agit moralement, on agit éthiquement. Bon, il répond par l'autonomie de la volonté, qui vous dit on agit moralement, pour le faire très rapidement, à partir du moment où on n'agit pas conformément au devoir, mais au moment où on agit par devoir, au moment où on se soumet aux règles universelles de la raison pure pratique. Donc, il définit la morale comme l'autonomie de la volonté. Il ne fait pas une théorie de l'autonomie, Kant, il fait une théorie de la morale. Et il remplit cette théorie de la morale en disant la morale, c'est l'autonomie de la volonté. Ça va? Donc, c'est une autonomie de la volonté au sens où votre volonté n'est plus soumise à des mobiles, à des intérêts pragmatiques, mais où votre volonté agit conformément aux maximes de la raison pure pratique. Bon. Donc, si vous voulez aller sur une conceptualisation de l'autonomie dans le champ moral, vous allez lire les fondements de la métaphysique des mœurs, vous allez lire la critique de la raison pratique, vous allez vous intéresser à la morale définie comme autonomie. Bon. Mais pour moi, il ne me semble pas, bonjour Armel, il ne me semble pas que Kant
on réfléchit à ce que c'est que l'autonomie, le chemin premier, ce soit d'aller vers Kant. Vous avez une aspiration vers Kant, évidemment, parce que c'est une des plus grandes philosophies morales qui existent. Mais je ne crois pas que pour penser ce que c'est que l'autonomie, on ait fondamentalement besoin de la philosophie kantienne. Il faut la connaître. Mais la philosophie kantienne, c'est une morale. D'accord ? Donc avec un sens très particulier d'autonomie, au sens où ce n'est pas agir conformément au devoir. On ne respecte pas, par exemple, on ne dit pas la vérité parce qu'on a peur que si je vous mens, vous allez vous en apercevoir et ça va mal tourner pour moi. Ça, c'est agir conformément au devoir. Je suis véritablement moral, c'est plus que ça. C'est si j'agis par devoir, non pas par toutes les craintes que j'ai de ce qui risque d'arriver si je vous mens, mais parce que je considère que ça devrait être une règle universelle, comme une règle universelle de la nature, et que c'est de cette façon-là que je vous respecte, et que je respecte en vous la raison pratique qui est aussi en moi. Bon. Ok ? Bon. Vous voyez en quel sens je fais une carte et que j'essaie de vous montrer sur cette notion d'autonomie les différents endroits où on peut aller qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il y a l'endroit, quelle valeur on lui attribue. On peut très bien travailler sur l'autonomie sans être convaincu que c'est une valeur absolue. On peut aussi travailler sur l'autonomie, c'est mon cas, en considérant que c'est une valeur importante, parce qu'on ne lâche pas sur l'objectif d'émancipation individuelle, et sans penser que c'est une valeur absolue et que c'est la seule. Donc il y a la conceptualisation, il y a ses effets, et l'anthropologie sous-jacente. Bon. Donc, elle est présente dans le langage courant, en philosophie, notamment morale et politique, et elle est présente à un autre endroit qu'on pourrait qualifier comme étant en gros les sciences et la médecine, où la autonomie a acquis un sens usuel majeur, où autonomie signifie encore une chose totalement différente que le gouvernement de soi, où autonomie est, pour faire vite, le contraire de la dépendance. Ici, on parle, la médecine, elle parle, et elle parle abondamment, il n'y a pas que la médecine d'ailleurs, c'est tout un champ, ce qu'on pourrait appeler le champ de l'autonomie, qui va donc de la constatation, notamment chez des personnes âgées, d'une perte d'autonomie qu'on pourrait qualifier, j'y reviendrai tout à l'heure, de fonctionnelle. Mais c'est le champ des politiques de l'autonomie, qui sont à la fois les politiques du vieillissement et les politiques du handicap. Donc autonomie a pris ce sens très particulier, mais c'est majeur, c'est-à-dire on peut faire en philosophie, en éthique, comme si on ne le voyait pas, mais cette notion, ce concept d'autonomie a pris un sens majeur. Alors, il ne faudrait peut-être même pas mettre ça médecine ou politique de santé, ou dans le champ de la santé au sens large, comme privation d'une autonomie fonctionnelle, réduction d'une autonomie fonctionnelle, qui vous donne aussi des droits à une allocation personnalisée dite d'autonomie. Vous avez des maisons de l'autonomie dans les départements, ce qui regroupe les anciennes maisons des dispositifs liés aux personnes âgées et au handicap. Donc c'est ce qui concerne la perte d'autonomie fonctionnelle. Bon. Donc, si une fois qu'on a dit ça, ça veut dire aussi que dans la question du concept, on va le faire en rouge, se pose la question de l'articulation entre ces différents sens. Comment est-ce qu'on articule le sens moral de l'autonomie comme gouvernement de soi, comme haute capacité d'autodétermination, avec son sens courant, voiture autonome, autonomie des universités, etc., avec son sens en philosophie morale et politique, chez Kant, chez Rousseau, chez Machiavel, et avec son sens nouveau dans les politiques de santé, qui ne concernent pas les maladies aiguës, mais qui concernent toutes les maladies chroniques, où on se préoccupe non pas seulement de la santé de l'individu, mais de son autonomie fonctionnelle, de ses capacités à
qu'on pourrait définir de sa capacité à prendre soin de lui-même, à se débrouiller dans la vie, à pourvoir à ses intérêts, ou à vivre, à fonctionner dans le langage, à vivre dans le sens le plus simple, le plus classique du terme. Ok, ça va ça ? Bon. Mon troisième temps, je voudrais aller un peu plus précisément, parce que personnellement je trouve que c'est des choses difficiles et je me suis dit que j'allais peut-être vous rendre service en faisant le travail d'aller relire ces textes et de vous les résumer rapidement. Qu'est-ce que, dans le champ spécifiquement éthique, donc je repars à cet endroit-là, comme autonomie, comme mot de l'éthique, au sens éthique du terme, qu'est-ce qu'on entend par là ? Non. Je repars du début, vous me diriez, j'aurais pu commencer par là, mais moi j'ai besoin de ce détour-là pour savoir où on est sur la carte quand on parle. Bon. Autonomie au sens moral, autonomie comme mot de l'éthique. Ça veut d'abord dire le fait de se donner à soi-même une loi, c'est l'étymologie, c'est le gouvernement de soi. Ça signifie qu'on est libre par rapport à un certain nombre de pouvoirs ou d'influences externes, mais aussi qu'il y a en soi une forme d'organisation ou de gouvernement interne. Donc c'est aussi un rapport à soi, c'est un rapport à autrui, un rapport à l'État, un rapport aux institutions, un rapport, Machiavel dirait, au destin, à ce qui arrive, mais aussi un rapport à soi. Vous savez que donc on peut distinguer des différents obstacles à l'exercice de l'autonomie, des contraintes internes, des désirs compulsifs, des contraintes ou l'ignorance ou la faiblesse de la volonté, et des contraintes externes, des menaces, le fait d'être emprisonné, le fait de la grande pauvreté, le fait d'un système politique qui ne favorise pas l'exercice des choix, etc. Là où je voudrais vous emmener, c'est sur l'autonomie morale que les anglo-saxons appellent l'autonomie personnelle. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie personnelle et quel type de rapport à soi ça suppose ? Bon. Juste avant les auteurs les plus contemporains, vous avez deux auteurs classiques qui sont des théoriciens notamment de l'autonomie personnelle. C'est John Locke et John Stuart Mill, où l'autonomie personnelle, c'est le fait pour un individu d'avoir une conception du bien, sa propre conception du bien, d'avoir une idée du type de vie qu'il veut personnellement mener. Donc vous voyez que par rapport à cette réduction fréquente de l'autonomie comme capacité décisionnelle, on est bien au-delà. Il y a une définition élémentaire de l'autonomie, c'est pouvoir prendre des décisions. Et puis là, on va sur des conceptions un peu plus complexes, plus exigeantes de ce que c'est qu'être autonome, pour John Locke et John Stuart Mill, et puis pour cette tradition philosophique. Être autonome, un individu autonome, c'est un individu qui a sa propre conception du bien, du type de vie qu'il veut personnellement mener. Ça suppose qu'il dispose d'un certain nombre de capacités, et notamment pour Locke et Mill de capacités rationnelles qui lui permettent de se gouverner lui-même. Donc c'est l'autonomie ici entendue au sens très classique d'autodétermination. C'est l'aptitude à conduire sa vie selon ses propres finalités, valeurs ou préférences. Capacité d'un individu à faire ses choix, pas à faire des choix, mais à faire ses choix, c'est-à-dire à mener une vie qu'il puisse justifier avec ses propres raisons. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie personnelle. Vous voyez que c'est bien au-delà du fait de ne pas être empêché d'agir et que ça se distingue, c'est beaucoup plus exigeant que ce qu'on appelle la liberté négative. Isaiah Berlin, je vous donnerai si vous voulez les citations, définit le mot liberté au sens fort, la liberté positive, qui est quasiment le synonyme de l'autonomie. Je le cite.
Le sens positif du mot liberté découle du désir d'un individu d'être son propre maître. Je souhaite que ma vie et mes décisions dépendent de moi et non de forces extérieures, quelles qu'elles soient. Je désire être l'instrument de ma propre volonté et non celui de la volonté des autres. Je désire être un sujet et non pas un objet, être mu par des raisons et des mobiles conscients qui soient les miens et non par des causes, pour ainsi dire, extérieures. Je désire être une personne et non personne. Décider et non qu'on décide à ma place. Agir et non être agi par la nature ou par d'autres hommes, comme si j'étais une chose, un animal ou un esclave, incapable d'assumer sa condition d'homme, autrement dit incapable de concevoir et de réaliser des fins et des stratégies qui lui soient propres. Vous voyez qu'il n'y a pas d'idée morale là-dedans. Il n'y a pas on ne se demande pas quel est le bien. C'est la conception du bien, c'est l'autonomie, c'est le fait pour un individu d'avoir sa propre conception du bien, d'une certaine façon, sa propre éthique ou sa propre morale. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris la source de ce que vous dites. Isaiah Berlin, et c'est dans Éloge de la liberté. Berlin, ça s'écrit comme Berlin. Isaiah Berlin, Éloge de la liberté. Donc, je voudrais juste prendre un moment pour essayer de vous montrer des choses un tout petit peu plus contemporaines. Et donc, c'est des philosophes contemporains, c'est les années 1970, en gros, et comment des auteurs comme Gerald Dworkin, je vais vous l'écrire, et Harry Frankfurt, et c'est Gerald Dworkin, parce qu'il y a un autre Dworkin qui a travaillé sur ces questions-là aussi. En gros, ces auteurs essayent de caractériser le rapport à soi que suppose le fait d'être quelqu'un d'autonome. Bon. C'est des trucs un petit peu compliqués, donc j'ai fait le pari que je vous rendrai service en vous l'exposant rapidement et de manière relativement compréhensible, juste pour que vous sachiez où ça va et ce que ça dit. Bon. Ce ne sont pas des théories de l'autonomie personnelle qui mettent l'accent sur la décision et la capacité de décider par soi-même. Ce sont des théories qui sont basées, qui disent qu'au cœur de l'autonomie, il y a la réflexion critique et l'identification. On appelle ça des théories hiérarchiques de l'autonomie personnelle. Pourquoi ? Parce qu'elles vous disent qu'un individu autonome, il a deux types de désirs ou de motivations, des désirs de premier niveau, de premier ordre, et des désirs ou des motivations de second ordre. Donc l'idée générale, c'est qu'une personne autonome, elle est capable d'adopter une posture réflexive par rapport à ses désirs ou à ses motivations. Elle est capable de préférer avoir certains désirs ou certaines motivations que d'autres. Par exemple, avoir le désir de fumer, avoir le désir de se venger, et approuver ces désirs ou souhaiter ne pas les avoir, souhaiter avoir le désir de fumer mais souhaiter ne pas l'avoir, avoir le désir de se venger et désirer ne pas être motivé par la jalousie. Donc il y a des toutes petites nuances entre Dworkin et Frankfurt, mais je vous expose les deux rapidement. Pour Dworkin, ce qui est fondamental dans l'autonomie, c'est la capacité d'évaluer, voire de réviser ses motivations de premier ordre, ses motivations spontanées, ses motivations réflexives. Donc un individu autonome, il se demande s'il s'identifie avec certains de ses désirs ou de ses préférences, ou si au contraire il les rejette. En d'autres termes, il se demande s'il s'y reconnaît. Donc l'identification, elle assure le caractère authentique de ces désirs. Donc il y a une idée d'authenticité et il y a une idée d'indépendance, puisque une indépendance de la réflexion critique. Je le cite, c'est dans Theory and Practice of Autonomy. Une personne est autonome si elle s'identifie avec des désirs, des fins, des valeurs, et que cet acte d'identification n'est pas influencé d'une manière qui rende le processus d'identification étranger à l'individu. Énoncé. Donc, peu importe la suite. L'important, c'est que c'est un rapport de réflexion critique et d'identification par rapport à ses désirs ou à ses motivations de premier ordre. Pour Frankfurt, l'autonomie, elle se définit aussi dans le rapport de notre volonté à certains désirs
Nos désirs de premier ordre, ils portent sur des objets, grosso modo, et nos désirs de second ordre, ils portent sur ces désirs eux-mêmes de premier ordre. Donc, vous voyez, c'est un individu autonome, c'est un individu qui, en gros, qui se distancie par rapport à ses motivations, à ses désirs, à ses aspirations spontanées, premières, non réflexives, qui les interroge, qui a la capacité de les interroger de manière critique, donc qui a une capacité de recul, et qui s'y identifie plus ou moins. Si son comportement est motivé par quelque chose dans quoi il ne se reconnaît pas, par exemple, il a le désir d'arrêter de fumer, mais ce désir est plus fort que lui, il continue de le faire, on ne pourra pas dire que cette partie-là de son comportement est autonome. Vous voyez, donc, à contrario, s'il il a la possibilité de porter en lui un désir vis-à-vis duquel il ne se le reconnaît pas, mais si c'est la forme que prend sa conduite, on pourra dire qu'il aura été autonome. Donc, le sujet, il peut examiner des désirs spontanés et prendre position par rapport à eux. Donc je cite Frankfurt, « Au-delà de vouloir et de choisir et d'être mus à faire ceci ou cela, les hommes veulent aussi avoir ou ne pas avoir certains désirs émotifs. Ils sont capables de vouloir être différents dans leurs préférences et objectifs de ce qu'ils sont. Aucun autre animal que l'homme ne semble posséder la capacité d'auto-évaluation réflexive qui se manifeste dans la formation de désirs de second ordre. C'est avoir des volitions de second ordre et non des désirs de second ordre en général que je considère comme essentiels pour une personne. » Donc il fait la différence entre les individus qui ne se posent aucune question sur le fait que leurs désirs ou leurs aspirations soient désirables, pertinents, etc. Et ceux qui sont capables de réfléchir aux désirs ou aux aspirations qu'ils veulent avoir, et pour lui, c'est cela, être autonome. La faiblesse de ces argumentations, ou en tout cas un point qu'ils ont essayé de retravailler et que les auteurs contemporains travaillent, la première, c'est que c'est une perspective très synchronique, c'est qu'on n'est pas dans l'histoire de l'individu. Or, les désirs, les aspirations, ce à quoi on attache les uns et les autres de la valeur, ça a une histoire dans notre vie et ça a été construit. Bon, donc là, il manque une perspective temporelle. Et d'autre part, c'est quelque chose qui est très intrapsychique. Vous voyez, c'est une autonomie comme rapport à soi, comme un rapport un rapport critique de l'individu par rapport à ses aspirations. Donc un individu, en ce sens-là, il est autonome s'il peut effectivement déterminer sa volonté en fonction des désirs ou des motifs qu'il a identifiés comme lui appartenant, comme étant authentiquement les siens. Bon. Donc vous avez des auteurs qui ont poussé cette réflexion. Vous avez en particulier quelqu'un que je trouve très intéressant, qui est peu traduite en français, qui s'appelle Diana Meyers, qui s'inspire de ces travaux. Et elle montre, vous voyez ici le lien entre l'autonomie et l'identité de l'individu, ce qui le constitue en propre. Diana Meyers souligne que dans la réflexion sur l'autonomie personnelle, il y a de toujours la référence à quelque chose comme un moi authentique, ce qui est authentiquement la personne et ce dans quoi elle se reconnaît, les aspirations qu'elle reconnaît comme étant véritablement les siennes. Bon. Ce qu'elle reproche aux auteurs précédents, c'est de dire oui, mais ils en font quelque chose de pré-social, de statique et puis de très unifié. Il faudrait pouvoir, dit-elle, poser la question de l'autonomie non pas par rapport à un moi véritable qui préexisterait et qu'il s'agirait seulement de découvrir, mais une personne autonome, dit Meyers, doit être capable de poser la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Elle devrait être capable d'autodécouverte, de découverte de soi, d'autodéfinition, et pas simplement d'autogouvernement. Donc, si je résume, dans ces réflexions-là, que ce soit Locke, Frankfurt, Dworkin, Diana Meyers et d'autres, ils sont très nombreux. C'est un champ de réflexion en philosophie morale contemporaine qui est extrêmement travaillé avec des dizaines et des dizaines d'auteurs qui raffinent, qui corrigent, etc. Mais grosso modo, la question c'est quel est le rapport à soi qui est nécessaire pour être
considérés ou reconnus comme autonomes, vous voyez qu'une personne doit, il y a deux choses là qui sont importantes. Il y a une condition d'authenticité, c'est ce qu'on a vu avec Francfort. Est-ce que je me reconnais dans ces désirs, ces aspirations spontanées qui sont les miennes? Et des conditions qu'on pourrait dire de compétence. Ça nécessite une certaine capacité de réfléchir sur soi, nécessite une certaine conscience de soi. Ça nécessite que le sujet se perçoive comme un agent, comme quelqu'un qui peut délibérer au sujet de ses actions et qui se considère comme en étant l'auteur. Ça ne suppose pas d'être une transparence parfaite du sujet à lui-même, mais ça exige qu'il soit capable de réflexion critique par rapport à ses motivations, par rapport à ses actions, et qu'à travers cette réflexion critique, il apprenne à mieux se connaître, à se corriger et à se définir. On pourrait ajouter dans ces critères de compétence l'idée qu'il faut aussi une forme de rationalité, envisager les conséquences possibles des décisions et faire des choix relativement cohérents avec l'ensemble de ce en quoi nous croyons. C'est-à-dire que si dans votre vie, il n'y a pas une cohérence minimale qui se dessine dans vos choix, on va avoir du mal à reconnaître dans cette vie le développement d'une personnalité autonome. Il y a l'idée quand même si ça peut prendre des moments, même si historiquement dans la constitution du sujet, dans l'histoire du sujet, ses valeurs, ses engagements, ses attachements, ce à quoi il consacre son énergie peut varier, on attend quand même qu'il y ait une forme de cohérence minimale entre ces différents éléments. Ça suppose aussi, outre ces conséquences qu'on pourrait dire rationnelles, une forme de respect de soi. L'autonomie, elle suppose aussi une forme de respect de soi, peut-être d'estime de soi, peut-être même de confiance en soi. Ça suppose que nous pensions que ce que nous croyons, sentons, valorisons est valable ou a de l'importance. Bon. Si on allait du côté des stratégies, pensez aux dérives sectaires par exemple, ou aux phénomènes d'emprise, qui visent justement à annihiler toute forme d'autonomie personnelle chez un sujet, ces notions de respect de soi, d'estime de soi ou de sentiment de la valeur de ce à quoi on attache de la valeur, c'est très précisément ce que on essaye d'attaquer. Bon. J'ai encore 5 minutes, j'ai bien calculé, j'ai encore 5 minutes. C'est ça, ça te va? Ouais? Ok. Donc, ça, c'est à peu près ce que je pense être le territoire conceptuel et problématique de la notion d'autonomie aujourd'hui. D'accord ? Bon. Vous avez des débats sur l'importance ou le statut de cette valeur dans les débats intellectuels. Donc, est-ce que c'est une notion à laquelle vous tenez, à laquelle nous devons tenir? Est-ce que c'est une notion qui a été survalorisée? Est-ce que c'est une notion idéologique? Est-ce que c'est une notion américaine? Est-ce que c'est une notion colonialiste? Vous faites votre idée là-dessus. Je ne vous dis pas ce que j'en pense. Bon, moi, j'en pense que c'est une valeur. Ce n'est pas une valeur absolue, mais que c'est une valeur et qu'il ne faut pas la lâcher. Bon. Y compris sans l'opposer nécessairement à une autre valeur et une autre préoccupation qui est celle de la vulnérabilité. Mais vous avez et tous les auteurs se positionnent implicitement ou explicitement sur cette question. Est-ce que c'est une valeur et en quel sens? Et quelle importance on lui donne dans nos raisonnements? 2. Comment vous le définissez, ce concept d'autonomie morale? J'ai d'autonomie en morale ou en éthique. À partir du moment où vous admettez, que vous n'avez pas besoin nécessairement de la philosophie kantienne pour répondre à cette question, que l'autonomie est un rapport à soi qui suppose des conditions d'authenticité, des conditions de compétence, et ça vous emmène vers un champ, plutôt vers Locke, vers Mill, vers ces auteurs contemporains et ces conceptions du rapport à soi, fait de cohérence, de rationalité, mais pas seulement, de ce que c'est que l'autonomie. Bon. Donc actuellement, il y a un gros travail ici conceptuel
avec une notion qui est très à la mode, à mon avis trop à la mode, mais c'est un avis personnel, qu'on appelle l'autonomie relationnelle. Il y a des livres entiers, des articles entiers, des conférences entières dans le monde sur cette notion-là. On découvre ou on redécouvre que l'autonomie, ce n'est pas une autarcie du sujet replié sur lui-même et d'un sujet exclusivement constitué par sa rationalité, mais que notre autonomie, y compris personnelle, elle se constitue dans le rapport à autrui, qui est parfois une menace pour notre autonomie, mais qui lui permet aussi de se construire, si on la définit, ce qu'on disait tout à l'heure, comme l'approfondissement, le creusement en vous de votre propre conception du bien et de la vie qu'il convient de mener. Bon. On comprend évidemment en quel sens c'est relationnel. Mais donc, ce qui est les reproches qu'on a faits à la tradition et aux conceptions anciennes de l'autonomie, c'est de dire, elles sont trop rationnelles. On a trop mis de conditions de rationalité. Être ou devenir autonome, ça ne suppose pas seulement de la rationalité, c'est aussi des affects, des émotions, des désirs, un travail sur ces désirs, et une authentification et un respect de soi, etc. C'est quelque chose qui n'est pas isolé, c'est quelque chose qui ne se construit que fondamentalement de manière relationnelle. Personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi on le redécouvre, parce que je ne vois pas comment on peut concevoir l'autonomie autrement que de manière relationnelle, y compris dans nos attachements et dans ce à quoi on attache de la valeur. C'est très souvent des relations ou à des relations avec autrui. Donc, bon, mais admettons. Mon point est que, à mon avis, donc vous avez cette question du concept, cette question des effets, qui est important, et de l'anthropologie ou de l'idéologie politique qui est sous-jacente. Bon. Mon point, mes deux convictions sur lesquelles j'aimerais vous laisser sont les suivantes. La première, c'est que si on reprend ce dont je suis parti, à savoir le rapport Belmont, les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes, les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées, nous ne sommes clairement plus du tout à cette époque-là. C'est terminé. Bon. C'est terminé et une des choses qui le montre le mieux, c'est la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Mais c'est un exemple parmi d'autres, qui notamment, cette convention dans son article 12, dit il faut que les personnes en situation de handicap, y compris intellectuelles ou cognitives, ne soient pas discriminées en matière de droits légaux. Et ils font le constat que très souvent les personnes qui ont des troubles psychiques, des troubles intellectuels, des troubles cognitifs font l'objet de mesures de protection légale, tutelle au bien et à la personne, extrêmement dures et font l'objet de ce qu'ils appellent une prise de décision substituée. On décide pour eux. Oui. De quand date cette convention ? Elle a été ratifiée par la France à ma connaissance en 2010 et je crois qu'elle date de 2006-2007. C'est à vérifier, mais grosso modo c'est ça. Bon. Et donc c'est l'article 12 essentiellement, et le Comité des droits de l'ONU a travaillé cet article 12, et en gros, la thèse, c'est de dire qu'il faut rompre avec cette logique de la prise de décision substituée et essayer toutes les fois que c'est possible de se mettre dans une prise de décision accompagnée. Autrement dit, on ne considère plus qu'il y ait d'un côté, quel que soit leur nombre, des personnes autonomes et de l'autre des personnes vulnérables et que deux logiques différentes s'appliquent. De plus en plus, on considère que c'était l'un des objectifs, notamment de la réforme du droit des tutelles en France, il faut protéger sans diminuer. C'est-à-dire que la logique de protection des personnes vulnérables, elle ne doit pas se faire aux dépens du respect de l'autonomie qui est la leur. Bon. Donc ça me semble la première chose. Ça complique énormément les choses, parce que toute notre tradition morale, et elle est séculaire, elle repose sur la distinction entre deux types d'êtres, en gros des êtres autonomes, capables, adultes, avec
avec disposant de leurs facultés, et d'autres qu'il s'agit de protéger. Et là, tout d'un coup, on dit cette dichotomie-là, elle est plus acceptable. Et vis-à-vis des personnes dites vulnérables, il ne faut pas qu'une logique de protection, sans quoi on infantilise, on réifie. Il faut aussi une logique d'autonomie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Bon. Un très bon exemple de ça, c'est le droit de vote qui a été... vous saviez qu'antérieurement, quand on était sous tutelle, on perdait son droit de vote. Depuis la réforme de 2007, le droit de vote pouvait être maintenu par le juge, et maintenant le droit de vote est conservé en principe voilà. Bon, mais c'est un droit purement formel, purement fictif, c'est-à-dire, enfin, pas purement fictif non, mais purement formel. C'est-à-dire, la question, c'est celui de son effectivité. Il faut le rendre effectif. Comment on fait que ce soit un droit réel et pas un droit abstrait. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Ça change tout, parce que autonomie, je vous parlais de ces effets politiques, ça a servi dans une logique de société libérale et dans une anthropologie de la modernité à reconnaître l'égale dignité, l'égale liberté des citoyens. Mais tous ceux qui n'étaient pas reconnus dans la citoyenneté, tous ceux qui n'étaient pas reconnus comme disposant des capacités d'autonomie avec les requisites qu'on veut y mettre, étaient en dehors. Vous voyez, ça laissait toujours du dehors. Donc elle a cette catégorie d'autonomie, elle a servi à créer du dehors quand même aussi. Bon. Et elle a été un critère de reconnaissance de droit, de reconnaissance d'une dignité, d'une reconnaissance d'une valeur morale, etc. etc. Donc, interrogez-vous quand même toujours sur les effets concrets, les effets pratiques d'une notion ou d'un concept. Bon. Mon deuxième point, c'est que il me semble que la philosophie a un peu intellectualisé cette notion d'autonomie, et que si on veut vraiment une notion d'autonomie épaisse, il faut la prendre dans toutes ses dimensions, et dans toutes ces dimensions, ça veut dire que l'autonomie morale est une des dimensions de l'autonomie, mais n'est qu'une de ces dimensions. Donc moi, à mon avis, dans une conception épaisse de l'autonomie, il y a trois types d'autonomie. Il y a une autonomie morale, dont j'ai abondamment parlé jusqu'à présent, mais il y a aussi cette autonomie fonctionnelle, dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant de la médecine, des maisons de l'autonomie, des politiques de l'autonomie, c'est-à-dire, je crois que être autonome, c'est un tout, et il ne faut pas oublier cette composante fonctionnelle de l'autonomie du gouvernement de soi dans l'autonomie. Et c'est troisièmement une autonomie civile, c'est troisièmement un pouvoir d'agir dans la société, avec un certain nombre de droits, avec le fait que vous pouvez passer un certain nombre d'actes, et que par exemple, quand vous faites l'objet d'une mesure de protection, une tutelle au bien et à la personne, votre autonomie, elle est considérablement diminuée dans une logique de protection de vos intérêts, mais elle est clairement diminuée. Donc pour moi, et donc je fais esquisser cette piste-là que je retravaille dans un des autres enseignements qu'on fait ici, c'est que pour moi, c'est un mot de l'éthique. J'ai essayé de montrer en quel sens et dans quelle direction ça part, mais une véritable conception de l'autonomie qui n'est pas intellectualiste, et je trouve qu'elles sont quand même souvent un petit peu intellectualistes, c'est une conception de l'autonomie qui va aussi du côté fonctionnel, et de votre aptitude à vivre au quotidien, et pas simplement les activités de la vie quotidienne, les a vécues ou les a vécues, c'est aussi savoir travailler, savoir entretenir, acquérir les capacités sociales qui font que vous arrivez à trouver un travail, vous arrivez à vous loger, que vous arrivez à vivre en société. Donc, du côté de l'autonomie fonctionnelle d'une part, et du côté de l'autonomie civile d'autre part, parce que sinon tous les discours sur l'autonomie morale me semblent rester très abstraits, et la question de l'articulation de ces différentes dimensions, autonomie fonctionnelle, en gros, pour capacité de pourvoir à ses intérêts, autonomie morale, en gros, gouvernement de soi, et autonomie civile, en gros, pouvoir d'agir dans la société,
Voilà, l'autonomie, il me semble que c'est un tout, et que même quand on l'interroge du point de vue de l'éthique, comme vous allez le faire, notamment quand vous vous interrogerez sur les refus d'aide et de soins, et de ce que ça veut dire que respecter l'autonomie de quelqu'un qui refuse de l'aide et des soins avec des capacités de discernement interrogeables. Voilà, vous allez vous focaliser sur cette question-là. Ayez quand même en arrière-plan que vous vous focalisez sur une dimension de l'autonomie, que l'autonomie, ça reste toujours un tout. Votre autonomie à vous, c'est aussi, c'est vos jambes, c'est votre tête, c'est votre voiture, c'est votre travail, c'est aussi tout ça. Il y a cette base fonctionnelle de l'autonomie qui est importante, et il y a cette dimension civile de vos droits que vous avez et qu'on a y compris collectivement acquis, qu'il ne faut pas oublier. Je vous rappelle que la date du droit de vote en France par les femmes est extrêmement tardive, le droit d'avoir un chéquier, d'avoir son propre compte en banque, de choisir d'exercer un métier, de le choisir, sont extrêmement récents. On fait comme si certains pays ou certaines cultures seraient très archaïques. C'est des conquêtes en France qui ne sont pas si anciennes que ça. Donc c'est à ça qu'on parle. L'autonomie civile, c'est ces droits, notamment sociaux, politiques et sociaux, civils, politiques et sociaux, qui ont été durement et chèrement acquis, qui sont une condition de l'autonomie, mais qui sont plus que ça, qui sont une dimension de votre autonomie, à mon avis, de votre autonomie globale. Voilà, j'ai plus de place sur la carte.